Bienvenue à vous dans le 18h sorti. Je crois bien que c'est le dernier de la saison, Benoît. Mais oui, c'est le dernier. Mais bonsoir à vous, oui, c'est le dernier. C'est le dernier de la saison. The last but not the least. C'est beau, c'est très très beau. Alors, au sommaire de ce dernier, il fallait être un petit peu flamboyant, et c'est le cas, puisque vous nous avez réservé un festival tout neuf, du Jules Verne très joliment illustré, un autre festival pour les feignants, et on commence par de la belle peinture. C'est bien annoncé tout ça. On va commencer avec de la belle peinture et avec une exposition consacrée au peintre Charles de la Fosse. Cette expo, elle s'intitule Les Amours des Dieux et elle s'est installée à la chapelle de l'Oratoire de Nantes. Qui était Charles de la Fosse? J'allais vous le dire, oui. vous me demandez. C'était un peintre du XVIIe siècle, un contemporain de Louis XIV. D'ailleurs, on voit son portrait à l'écran. Il faisait partie de ce qu'on appelait les artistes officiels attachés à la cour du roi. Mais l'originalité du parcours de cet artiste, c'est que peu à peu, il s'est détaché de ce style versaillais qui était principalement à la gloire du régime pour développer un style plus léger, plus gracieux qu'on va appeler la mythologie galante. Et cette expo, elle met en relief, elle met en image en fait cet aspect de la carrière de cet artiste. On va y croiser dans des décors bucoliques ces dieux, Jupiter, Apollon, des Vénus aux formes généreuses, un peu dénudées, des petits cupidons qui vont vous tirer des flèches. Bref, c'est vraiment une invitation à la légèreté et nous avons visité cette exposition. Regardez. Monter une exposition Charles de la Fosse n'est pas chose la plus facile qui soit. Lorsque nous avons décidé de nous associer à Versailles, nous ne pouvions pas reprendre l'ensemble de la carrière. Il y avait trop d'œuvres pour la chapelle qui n'est pas très grande. Et en raison des 2 tableaux mythologiques de Charles de la Fosse que nous conservons, ces 2 tableaux magnifiques, très représentatifs du grand style de la Fosse, nous avons choisi de ne travailler que sur la mythologie. Et pour notre plus grande chance, ce sont toujours les amours des dieux. Donc ce sont des sujets, je trouve, tout à fait appropriés à une période estivale. Charles de la Fosse est exactement contemporain de Louis XIV, à une année près, à naissance ou mort, mais vraiment, ils sont contemporains. Donc il arrive alors que l'Académie existe, et donc il va avoir une formation assez traditionnelle. Et puis, il voyage, et ces voyages sont importants, parce qu'il voyage à Rome, certes, c'est un peu une obligation pour un artiste au XVIIe siècle, mais surtout il va à Venise. Et à Venise, il va découvrir la lumière et la couleur. Son œuvre, son talent va évoluer et il va devenir en fait un très très beau coloriste. Et donc on voit comment il va aider le XVIIe à passer sur le XVIIIe. Et c'est dans sa peinture, ça se sent. Petit à petit, en fait, il devient de moins en moins académique, beaucoup plus léger. Et il va être un des grands peintres de la mythologie galante. Voilà une très belle expo, Charles de la Fosse, Les Amours des Dieux. C'est jusqu'au 20 septembre à la chapelle de l'Oratoire de Nantes. Allez-y, vous avez tout l'été pour le faire. On va partir à présent sur la côte, direction Saint-Nazaire. Et oui, et plus précisément sur la plage de Monsieur Hulot, le célèbre personnage du film de Jacques Tati, car c'est sur cette plage qu'a lieu chaque année le Farniente Festival. Alors cette année, ça se passe les 17 et 18 juillet. Alors c'est un événement qui fait plutôt la part belle à la musique. Il y a plusieurs concerts de prévus. Et parmi les artistes, eh bien, on attend un musicien canadien qui s'appelle Eric Chenaux. C'est un chanteur-guitariste un peu tendance folk et c'est surtout un artiste qui s'est intéressé à l'improvisation et à l'expérimentation musicale. Alors non seulement il va donner un concert pendant ce festival, mais le petit clin d'œil que je voulais faire, c'est aussi qu'il organise un jeu de piste musicale pour les enfants. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Eric Chenaux, j'ai retrouvé quelques images d'un de ses derniers clips qui s'appelle « How I Lost My Eyes ». On écoute et on regarde Eric Chenaux. Have I lost my eyes? Is that twinkle in my mind? I can't see the falling leaves from the turnstile to the sea.
Voilà, c'est de l'expérimentation musicale. Éric Chenot à l'affiche du Farniente Festival. Ça se passe les 17 et 18 juillet à Saint-Nazaire. Allez, on passe à toute autre chose. Un très joli livre illustré, ça vient de sortir, il vient de sortir, Oui. consacré à un grand auteur nantais. Et je- Ah, il est lourd, il est lourd. Voilà, j'ai besoin de toute ma force pour pouvoir le soulever. Ce livre, il s'agit de l'adaptation du roman de Jules Verne, Les Tribulations d'un Chinois en Chine. On les doit aux éditions Marmaille et compagnie, hein, vous l'avez dit, ils viennent tout juste de publier ce livre. Le principe, en fait, de cette collection, c'est de transformer, enfin d'adapter les romans classiques en albums illustrés pour les rendre plus accessibles, en fait, au jeune public. Alors, on va dire quand même un petit mot hein, sur l'histoire des tribulations d'un Chinois en Chine. De Jules Verne. De Jules Verne. Évidemment. Voilà, ce roman, en fait, il nous raconte le parcours de Kin Fo, qui est un Chinois richissime et qui, malgré sa fortune, n'est pas heureux. Alors, par un petit caprice du hasard et du destin, il va se retrouver ruiné et Kin Fo décide de mourir pour éviter la misère à sa femme. Oui, le postulat de départ est un peu C'est un choix. plombant, un peu pesant, mais en tout cas, en fait, Kin Fo ne veut pas mourir sans connaître ce qu'est une émotion. Donc, c'est tout son itinéraire et son parcours, en fait, qu'on va découvrir jusqu'à ses émotions, en fait. Il va parcourir toute la Chine. Alors, l'intérêt de ce livre, c'est ces très belles illustrations. C'est une Nantaise qui a illustré ce livre, hein, qui s'appelle Émilie Fiala. Moi, j'ai juste une petite réserve, hein, tant qu'à découvrir l'univers de Jules Verne, autant aussi découvrir sa plume, parce que c'est une adaptation Ouais, du texte voilà. original. On n'a Voilà. pas le texte original, Voilà. ce ne sont pas non plus des extraits, c'est vraiment une réécriture. C'est une au réécriture. fond. Il y a des petits extraits Oui. du texte original, mais l'essentiel de la narration, c'est une réadaptation. Il n'empêche que ça reste un très beau livre pour les belles plus jeunes. illustrations, en Les tout cas, tribulations d'un ouais. Chinois en Chine, chez Marmaille et compagnie. Vous le faites gagner. Ouais. Ouais, allez. Ouais, allez, pour la dernière, effectivement, vous Ça, ne c'est pouvez un pas magnifique partir sans cadeau. cadeau sur jeux@telenantes.com. Vous nous envoyez toutes vos coordonnées. Allez, c'est le moment de recevoir notre invité, Benoît. Et notre invité ce soir est l'un des cofondateurs du label Futur. C'est un label indépendant qui fait la part belle aux talents de chez nous, un beau projet qui a vu le jour en 2007 et qui organise un festival avec les artistes du label. Et c'est une première édition, ça se passe du 9 au 11 juillet et on accueille l'un des cofondateurs, je l'ai dit, Quentin Gauvin. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce label, Quentin, il est né en 2007, mais il n'est pas parti de rien. Il y avait un projet musical dont vous faisiez partie à la base. Je vous laisse nous raconter cette histoire. Exactement. En fait, c'est né d'une aventure avec mon meilleur ami depuis que je suis adolescent, qui s'appelle Raphaël Dervez. Et puis assez rapidement, en fait, ensemble, quand on s'est rencontrés, on a fait de la musique. On a créé un groupe quand on avait un petit peu plus de 20 ans qui s'appelait Minitel Rose. Voilà, donc on a créé ce groupe avec un troisième ami. On voit d'ailleurs la photo de ce trio. Ouais, voilà, sur la plage. Et assez rapidement, donc on a fait un disque. C'était à la pleine époque de MySpace, donc on était sur 2005-2006 au niveau des années. Ça a pris assez rapidement. Finalement, ça nous a pris, nous aussi, de vitesse. Mais en dehors de faire de la musique, on avait toujours aussi un petit peu dans notre tête l'idée de faire un label. On avait comme ça des petits labels références qui étaient un peu des modèles et dans lesquels on se projetait. Et donc au moment de sortir notre premier disque, qu'on a enregistré par nous-mêmes, on a fait tout seul finalement. On a trouvé le graphiste pour la pochette, on a enregistré la musique nous-mêmes, on avait le produit qui était là, qui était fini. Finalement, on avait besoin de personne pour le faire. Il y avait l'envie d'être indépendant. Il y avait l'envie d'être indépendant, mais en même temps, on était relativement jeunes, on était assez finalement candide par rapport à comment ça fonctionne le milieu de l'industrie musicale, et on savait pas trop comment faire. Pour nous, ça nous paraissait impossible de faire un label. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Mais justement, parce que, excusez-moi Benoît, mais c'est vrai, quand on ne connaît pas le milieu, on se dit, mais un label, il fait quoi? Il produit des artistes, il produit des disques, donc il faut un peu de matos, ou en tout cas, il faut connaître des studios, il faut avoir un petit peu d'argent aussi, quand même. Vous aviez Alors, tout ça finalement, il faut comment- pas tant d'argent que ça. Donc pour la partie musicale, effectivement, donc on faisait de la musique électronique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça fonctionne avec des ordinateurs. Donc on avait chacun un ordinateur, un petit clavier, des logiciels. Donc l'investissement est pas si gros que ça. Donc on a enregistré la musique nous-mêmes. Ensuite, les graphistes, on a travaillé avec des amis. Donc Ça, c'était pour votre groupe, Minitel Ouais. Rose. Alors mais après, après, en fait- je parle vraiment du Ouais, je moment où comprends. Ok, d'accord. on crée le label et puis on s'ouvre aux autres. Alors, donc on a créé ce label tout seul finalement, puisqu'on s'est dit qu'on avait besoin de personne pour le faire. La seule finalement chose financière qu'on a eu à mettre au début, c'était le pressage du premier album. Et puis il se trouve qu'il a bien marché ce disque-là. On a fait beaucoup de concerts, il a rencontré un public. Du coup, on en a vendu quand même quelques-uns, même plutôt pas mal en fait. Et puis voilà, c'est la loi du commerce, ça a engendré des sous. Et du coup, cet Ouais. argent-là, plutôt que de le prendre pour nous ou quoi que ce soit, on l'a réintégré dans les autres projets. Et donc c'est comme ça que depuis maintenant.
voilà, 5-6 ans, on a ce label et que les projets alimentent les autres en fait. On comprend bien qu'à la base, c'était quand même pour produire votre propre groupe, Minitel Rose. Et d'emblée, en fait, ça vous a paru une évidence d'en faire profiter d'autres formations musicales ? Ouais, assez rapidement, parce qu'en fait, on a la chance d'être dans un groupe d'amis où quasiment tout le monde est musicien et plutôt doué. En tout cas, c'est notre sentiment. Et donc, c'est vrai que... Voilà, en fait, on s'est dit c'est dommage d'avoir tout le setup qui est là. On a quelqu'un qui distribue la musique, on a quelqu'un qui distribue les disques, on a quelqu'un qui fait la promotion. Tout est là. On a un petit peu de sous parce qu'on a un disque qui a bien marché. On a des amis qui sont doués, qui ont des disques qui sont là. On les a enregistrés, on les a aidés. Autant leur en faire profiter de tout ce qu'on a, nous, on a construit et leur donner les possibilités de toucher un public plus large que de faire de la musique tout seul dans sa chambre. Cécile le disait, là, quand même, la production, c'est quand même complexe. Il y a beaucoup d'étapes. Vous proposez tous ces services de A à Z, c'est-à-dire de l'enregistrement en studio jusqu'à la distribution du disque, qu'on comprenne bien. Oui, alors aujourd'hui, les artistes dont on s'occupe, effectivement, on les enregistre. Déjà, on les aide un petit peu aussi sur leur projet musical, sur leur projet musical. On essaie d'un petit peu de trouver vraiment leur voix, et puis on discute beaucoup avec eux, on échange beaucoup de choses. On essaie de trouver un petit peu l'univers graphique qui va coller avec la musique. On essaie de les mettre en relation avec les bonnes personnes pour faire des vidéos. Voilà, on construit un peu tout l'univers graphique. Et puis après, on ne travaille pas tout seul, on ne fait pas tout seul. On est en relation avec d'autres partenaires. On travaille avec des tourneurs, on travaille avec des distributeurs, avec un gros partenaire. Vous travaillez avec Sony quand même. Depuis maintenant, ça va faire 2 ans qu'on a un deal de licence avec Sony. Ce qui fait que nous, on reste producteur de nos disques, c'est-à-dire qu'on fabrique le produit tel qu'il est, c'est-à-dire la pochette, la musique, la biographie du groupe, les clips, tout ça, c'est nous qui les faisons. En revanche, ce partenaire va nous permettre, avec les moyens d'une major, d'avoir des vrais professionnels pour assurer la promotion, de bénéficier du réseau de distribution de Sony, c'est-à-dire qu'on va... Tout le après, quoi. Une fois que l'objet artistique est là, l'objet est là, eux se chargent d'en parler, d'en faire la pub et de le distribuer, ce qui n'est pas rien. Tout de même. Ce qui est le nerf de la guerre, parce qu'il y a plein de gens qui sont doués, il y a plein de gens qui font de la très bonne musique, mais si vous n'avez pas accès à la presse, si vous n'avez pas des gens qui vendent votre musique... Et puis au bac des magasins, exactement, les disques restent confidentiels, quoi. Exactement. Ouais. On a parlé de la structure, on va parler de ces artistes. Comment est-ce que vous les choisissez ? Est-ce qu'il y a une ligne musicale du label Futur ? Alors pas vraiment, si ce n'est celle de nos goûts. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, à la base, les motivations, c'est quand même plutôt des motivations sentimentales, c'est-à-dire que ce sont... nos artistes du label, donc c'est pas un gros label quand même, on parle de 4 à 5 artistes, groupes de musique qui ont la particularité d'être en plus, on est un petit peu un collectif en fait, parce que par exemple dans Pégase, qui est donc le projet de Raphaël Dervez qui faisait Minitel Rose avec moi et qui s'occupe du label avec moi, il y a des musiciens de Rome for Pauline, il y a des musiciens de Disco Anti-Napoléon, il y a des échanges comme ça, un petit peu de musiciens. C'est comme une famille. C'est exactement ça. Ça circule. C'est donc, exactement ça. Petit collectif d'artistes pour un label très ambitieux quand même. Mais il se trouve que on a quand même cette ambition-là. On a envie que les projets marchent. On a envie que les musiciens fassent des concerts. On a envie que la presse en parle. On a envie que les gens écoutent la musique. Je pense que quand on est musicien, moi à la base aussi, la particularité de notre label, c'est que c'est des musiciens qui l'ont créé, c'est des musiciens qui le gèrent. Et c'est vrai que quand on fait de la musique, son souhait premier, c'est vous l'avez dit, on a envie d'écouter de la musique quand on parle de musique. Et si on écoutait les Rome for Pauline, justement, très bien. On regarde.
you feel lonely, then I decided to consider this as a memory, to not look back. I came back. Voilà, Rome for Pauline, qui est aussi à l'affiche donc, de la première édition du futur festival. Donc ça a lieu, on le répète, du 9 au 11 juillet. Donc le label créé en 2007, le festival arrive en 2015, vous avez pris un peu votre temps. En fait, on a toujours eu des soirées, ça a toujours fait partie de l'actualité du label. Il y a toujours eu des moments comme ça où on faisait jouer les groupes. Et c'est vrai que cette année, en fait, c'est un petit peu la confluence de 3 événements qu'on a depuis quelques temps, c'est-à-dire une résidence au lieu unique qui a lieu tous les 3 mois, une soirée annuelle à Trampolino, qui est là où on a un lieu de travail, et puis un rendez-vous au Chien Stupide, qui est un lieu où on a l'habitude de créer des événements. C'est un bar, pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement, oui, voilà, c'est vrai. Et du coup, cette année, on a réuni un petit peu tout ce qu'on pouvait faire de façon éparse en un seul événement. Un seul événement. Voilà. Qui a lieu dans ces lieux-là. Sur 3 lieux. Exactement. Donc le premier soir à Trampolino, le second soir le 10 au lieu unique et le samedi soir le 11 au Chien Voilà, Stupide. avec Et les voilà. Rome for Pauline, les discos anti-Napoléon, entre autres. Du Merci 9 au 11 juillet. beaucoup, Quentin, d'avoir été avec nous. Vous avez aussi le site internet du label qui s'affiche en bas de votre écran. Pour en savoir plus. Merci à vous tous. Merci Benoît. À la saison prochaine. À bientôt.